Bienvenue à tous sur la chaîne du Haut Décime. Alors aujourd'hui, on prend un peu de hauteur, vous le voyez sur le décor qui est derrière moi. Je vous emmène au-delà de ce qu'on appelle le monde sublunaire et pour introduire en fait l'idée des sphères célestes, de la représentation cosmologique telle qu'elle nous est parvenue de l'Antiquité et qui s'est appuyée pendant longtemps jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la révolution copernicienne pleine et acceptée, celle de l'héliocentrisme. Mais auparavant, toute la pensée s'est structurée autour d'une représentation géocentrique. Le but n'est pas de revenir en arrière ou de faire euh, des contresens en fait scientifiques. Et l'idée de la vidéo et de cette vidéo, c'est de vous plonger au cœur du système de pensée qui structure là où les sciences sacrées, selon comment vous les appelez. Je rappelle, c'est l'astrologie, l'alchimie, la théurgie, la kabbale hébraïque, puis hermétique, et tout ce qui peut découler de ces pratiques, à savoir notamment la poésie et la théologie qui y sont directement reliées. On en touchera un mot dans cette vidéo. Si les, on le sait, si nos illustres prédécesseurs, depuis Sumer, comme on dit, observaient le ciel, euh, ils l'avaient déjà perçu comme étant un moyen de communiquer avec ce qui est plus grand que soi, donc cette notion du sacré, du divin. Et on va tout de suite introduire quelque chose, c'est que les monothéismes arrivent tardivement. Donc, il faut aussi entendre le paganisme ou les croyances païennes, il faut les intégrer à notre système de pensée, et l'astrologie en est une illustration. C'est pour ça qu'elle a été condamnée par de nombreux monothéismes. Pourquoi est-ce qu'elle en est une illustration? Vous en avez l'explication rien que dans les noms des planètes du septénaire, puisque c'est celles-ci qui vont nous intéresser principalement, puisqu'elles portent le nom de dieux grecs ou romains, ou plutôt de dieux grecs romanisés, et elles représentent aussi des contacts avec des énergies, ou en tout cas des entités que l'on peut invoquer ou que l'on peut essayer de capter pour déployer sa connaissance et son rapprochement vers le divin. Les monothéismes ont voulu effacer, sous forme de syncrétisme, la diversité des des différents plans en fait de relation avec la divinité. Alors on va pas entrer dans le détail dans cette vidéo, c'est pas le but, mais gardez cela à l'esprit. Il y a une notion, puisqu'on va parler des sphères célestes qui s'imbriquent les unes dans les autres, il y a forcément une notion de hiérarchie ou d'échelle et qui est à comprendre non pas comme étant quelque chose qui est là pour dire un tel est supérieur à un tel, simplement pour inclure toute la création à l'intérieur de la volonté divine. On va le découvrir ensemble. Ces sphères célestes s'inscrivent toutes dans ce qu'on appelle le primum mobile ou primum mobile, c'est-à-dire ce mouvement qui est en fait imprimé par la rotation de la Terre sur elle-même, mais qui a été perçu comme étant le mouvement d'entraînement que provoque le divin sur les choses célestes. Et si tout corps se meut dans les cieux, eh bien, c'est la volonté divine qui la propulse dans un premier temps. Même si on va faire des découvertes après avec Newton et puis tout ce que vous connaissez qui arrivera derrière, et la théorie de la relativité d'Einstein, etc. C'est-à-dire qu'on va donner une logique et des raisons physiques démontrables au mouvement des planètes et puis tout ce qu'on peut aujourd'hui connaître en termes d'astrophysique. Il n'empêche qu'il fallait pouvoir penser, qu'il était nécessaire de réfléchir le monde et le rapport au divin et aux divinités au pluriel que l'on pouvait avoir. Quand on va dire les divinités, on pensera toujours à une divinité supérieure, même si elle n'est pas nommée pour beaucoup. En tout cas, il y a une idée de l'ineffable ou de l'imperceptible. Alors, je vais
On va commencer ensemble par regarder quelques schémas de façon à ce que on puisse avoir sous les yeux cette logique-là. Et on va balayer l'histoire un peu comme ça grâce à grâce à ces différents schémas. Donc, je vais vous proposer dans un premier temps la vision telle qu'elle est parvenue depuis l'Antiquité grecque. Et c'est une vision qu'on attribue à Philolaos. On va revenir hein, sur ces notions-là. Dans un premier temps, on se situe au-delà du 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette notion de cosmologie, eh bien, elle est représentée donc par ces cercles concentriques euh, où chaque corps céleste va se voir attribuer un certain nombre de rotations circulaires dans un premier temps autour d'un élément central. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la représentation donc de Philolaos, qui est un, un membre de l'école pythagoricienne. Et pour être totalement juste, il faut remonter un tout petit peu avant, au 7e siècle environ avant Jésus-Christ, à un personnage qui vient de l'école de Milet, comme celle qui a donné son nom à Thalès, Thalès de Milet, hein, qui est dans une école ionienne, donc une région donc de la Grèce antique, avec ses frontières antiques. Anaximandre, donc pour le nommer, qui est un présocratique, donc a déjà établi déjà une première représentation euh, des principes primordiaux en fait de toute chose. Et il va proposer, dans ce qu'on peut retrouver en tout cas, ou de ce qui aura été cité après, parce qu'on a peu de fragments, il va proposer une première vision conceptuelle avec la Terre évoluant dans un espace libre, entouré d'anneaux qui symbolisent les astres en fait. Hein. Et c'est l'un des tout premiers cosmologues qui va expliquer l'univers de façon rationnelle, c'est-à-dire il va essayer d'imprimer un mouvement qui prend sa source dans l'explication mathématique, géométrique, et pas uniquement dans la vision mythologique, même si les ponts entre les deux sont permanents. Dans cette vidéo, on ne va pas entrer dans les considérations de l'astrologie hellénistique, c'est-à-dire, on ne va pas la passer sous silence, mais simplement, on ne va pas entrer dans les appellations qui étaient faites à ce moment-là, dans le système de l'astrologie hellénistique telle qu'elle a été conceptualisée. Simplement, je vais retracer cette vision de la cosmologie pour que s'imprègne en vous la logique de réflexion. Le schéma que vous avez sous les yeux, c'est donc le schéma qu'on attribue à Philolaos, et vous remarquez qu'au centre, c'est pas la Terre, c'est Hestia. Pour Philolaos, l'idée c'est il y a un feu central duquel émane toute chose. Et vous voyez déjà la puissance de la réflexion. C'est-à-dire qu'il y a un feu primordial qui lui-même entraîne le mouvement des astres, et il y a à l'autre extrémité l'Olympe, donc le royaume des dieux, euh, qui va après pouvoir rejoindre celui qu'on pourra appeler le primum mobile, mais il y a déjà une idée. Alors, il y voit une Terre, il voit l'antiterre, il voit la Lune, il voit le Soleil. Le mouvement des corps célestes est mu par la force manifestée de la divinité et des dieux. Et donc, c'est le feu sacré qui va générer cette première manifestation sur le plan matériel et qui va entraîner avec lui euh, toutes les autres sphères. Sachant que ce centre est divin et que la circonférence est elle aussi divine. On voit déjà apparaître cette notion euh, d'une volonté divine qui est totale, qui est à la fois la totalité de toutes les parties, mais qui ne se résume pas à celle-ci, puisque l'Olympe
est une frontière infranchissable et le feu initial est un mystère. C'est parfois appelé comme la théorie pré-héliocentrique. On pourrait dire que, elle ne l'est pas au sens moderne, hein. Simplement l'idée du feu central, le rapprochement a été un peu trop rapide avec l'idée du soleil et là, c'est plutôt l'idée d'un feu créateur. Petit à petit, les pythagoriciens, donc l'école pythagoricienne va théoriser un certain nombre de choses, notamment les éléments. Je vous renvoie aux épisodes que j'ai réalisés sur ce sujet. Et on a Platon, que vous connaissez bien, au IVe siècle. Alors, je vous montre avant les différentes représentations qui ont pu être faites, hein. Là, vous avez Héraclite aussi, qui commence à avoir une vision des choses avec l'orbite de la Lune, le Soleil, et on va retrouver Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et puis les étoiles fixes à l'extérieur. Et le système de Platon, eh bien, il va introduire, et c'est dans le Timée qu'on trouve ça, une cosmologie, en fait, où il parle du démiurge. Alors, le démiurge chez Platon, c'est pas le démiurge gnostique, hein, gnostique, pardon. C'est le créateur divin. C'est cette, il le définit pas plus que ça, hein, mais le créateur divin façonne le monde sensible et celui qui se situe notamment sous la Lune. C'est pour ça qu'on va parler après, un peu plus tard avec Aristote, de monde sublunaire. Heu, il va associer à cette, vision, comme vous pouvez le voir qui ressemble, heu, à au système, que vous avez vu précédemment de Philolaos, il va introduire la notion des 4 éléments, alors qui ne vient pas de lui, qu'il récupère en partie des présocratiques, mais qu'il va affiner et il va associer notamment à ces 4 éléments, un cinquième principe qu'il va appeler l'éther ou cosmos et c'est l'essence divine, en fait, qui va, contenir toute chose et maintenir toute chose en mouvement, mais dans un mouvement parfait. Et donc pour lui, ce qui est situé dans la zone de la manifestation, c'est-à-dire sous la zone, de la Lune, se décompose déjà en fonction des éléments. Donc on retrouve, dans l'ordre, hein, le feu, l'air, l'eau et la terre. Et pour Platon, cette logique, l'amène à la réflexion suivante, c'est que, la géométrie, le monde parfait de la géométrie, alors il part de triangles, hein, pour arriver à ces solides platoniciens dont on ne trouve pas exactement le mot solide platonicien, mais que vous connaissez et que vous avez ici à l'écran. C'est une image que j'emprunte, à Jean-Pierre Luminet. Hem, il va associer chaque élément à une figure, géométrique, hein. Donc, vous avez l'octaèdre, le tétraèdre, l'isocaèdre pour l'eau et le cube pour la terre. On retrouve déjà cette notion, du 4 pour la matière. Hem et il va donner à la quintessence, à l'éther, la vision du dodécaèdre, c'est-à-dire de ce polyèdre régulier à 12 faces. Intéressant aussi ce 12, hein, qui est un nombre qui est bien sûr relié directement, hem, à l'astrologie et la symbolique des nombres est tout aussi importante que la symbolique planétaire et donc pour Platon, les choses se manifestent au travers d'une nature qui se rapporte à l'élément et derrière l'élément, il y a la nature géométrique de la manifestation. Puis le système va s'enrichir, avec Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ, donc continuateur du travail de notre ami, Platon et il va proposer, une vision, détaillée. Cette fois-ci, on va avoir la totalité des sphères. Donc on a les sphères du septénaire et puis on va avoir la description du monde sublunaire par opposition au monde supralunaire. Alors, pour Aristote, le monde supralunaire, donc tout ce qui est au-dessus de la Lune, est un monde totalement incorruptible et parfait. Tout ce qui est sublunaire est un monde corruptible. Ça veut dire que c'est un monde qui est malléable, qui peut être altéré, dénaturé ou
restituer en fonction du travail qu'on va exercer dessus. Et ce monde est le monde du manifesté, hein, et pour tout ce qui est du monde donc sublunaire, ce sont les éléments qui vont être les 4 facteurs qui amènent à la constitution de toute chose. Pour ce qui est du monde supralunaire, c'est l'éther. L'éther est parfait, incorruptible, et c'est une notion qui va rester très tardivement, hein, dans l'esprit, même dans l'esprit de la science, avant qu'on finisse par dire que cette essence divine qu'est l'éther ne trouve pas de réalité physique ou astrophysique. Mais en tous les cas, le concept est là. C'est-à-dire que dans l'éther, il y a l'idée que le divin organise les choses de façon parfaite. Alors, les Grecs étaient fans du cercle, hein, on sait que les formes parfaites n'existent pas à l'état naturel, mais l'idée, c'est que il y a une cyclicité au travers de ça, hein, et on va pouvoir travailler sur ces cyclicités des planètes. Et donc, on énonce que toutes les choses passent par ces mondes qui sont représentés par les sphères. Alors, à l'extrémité, vous avez ce qu'on appelle les étoiles fixes, hein, pour Aristote. Et puis, on va descendre Saturne, la sphère de Saturne, de Jupiter, de Mars, de Mercure, de Vénus, du Soleil, de la Lune, et enfin, le monde sublunaire, celui de notre Terre, et la descente des éléments. Il faut attendre la récupération de ces notions et de ces concepts, et le 2e siècle après Jésus-Christ, pour rencontrer un astrologue qui n'est pas que astrologue, qui est aussi géographe, Ptolémée, qui va, dans son Almageste, formuler directement la cosmologie qui va nous accompagner, en fait, dans l'histoire humaine jusqu'à la révolution copernicienne. C'est un système qu'on appelle aristello-ptolémaïque, ou des fois c'est dans l'autre sens. Là, vous avez un schéma qui est repris pour les alchimistes, mais vous voyez que c'est exactement la même chose, avec l'homme au milieu, hein, puisque l'homme est la manifestation de la matière qui reçoit une âme, l'âme venant aussi de la notion d'être animé, et on est animé par quoi? Bah, comme les sphères qui nous entourent, par la volonté divine. Donc c'est pour ça que il y a une notion importante derrière ça. Et c'est le système ptolémaïque qui va rester. Alors, je vous montre une gravure du XVIe siècle pour vous amener à réfléchir un peu plus sur ces notions. On va passer sur les continuateurs, hein, de Ptolémée qui ont travaillé là-dessus, y compris notamment les grands astronomes, philosophes et astrologues arabes, hein, Al-Kindi, Al-Biruni, puis vous avez Al-Farghani, Al-Battani, Avicenne, qui vont enrichir, hein, ce système ptoléméo-aristotélicien ou aristotélo-ptolémaïque. Tout dépend des appellations. Et puis les scolastiques aussi, hein, médiévaux, qui vont reprendre aussi ce système, notamment Albert le Grand, les thomistes avec saint Thomas d'Aquin, Roger Bacon, et qui vont intégrer ça à la théologie chrétienne. Ça, c'est sous l'impulsion, évidemment, du concile de Nicée, sous l'impulsion, évidemment, de Constantin, qui va rendre la chrétienté comme religion de l'Empire. Donc, il va falloir intégrer, il est nécessaire d'intégrer, en fait, la notion du cosmos avec la notion du Dieu unique. Et dans un premier temps, il n'y a pas de réfutation totale, simplement, on va se méfier de la notion de divinité accordée aux planètes. Voilà. C'est pour ça que vous avez des auteurs comme Maternus, Firmicus Maternus, qui vont laisser des ouvrages très importants pour nous, qui sont des sommes, hein, avec son Mathésis, et qui, en fait, à la fin de sa vie, va faire une réfutation de l'astrologie, parce qu'il veut se conformer à la religion dominante. Mais on va s'arrêter un instant sur le schéma donc qu'on a sous les yeux pour comprendre un peu la réflexion qu'on peut en tirer et comment on envisage les choses
en astrologie, mais pas uniquement, comme je vous l'ai dit, au niveau de la science sacrée, c'est-à-dire dans le positionnement métaphysique et la réflexion métaphysique qu'on peut se faire de la communication entre ce qui est généré par la volonté divine et le divin. Alors, ce qu'on note déjà dans le schéma, c'est que ici, il y a 10 sphères. Vous voyez ici qui est écrit 10. Et on peut lire aussi Coelum Empire. Il était de coutume d'appeler la sphère la plus excentrique l'empyrée, c'est-à-dire une zone alors complètement inconnaissable, hein, qui allait même au-delà du primum mobile, qui est la 10e sphère. Mais en gros, deux modèles. Le premier modèle ptolémaïque comporte 9 sphères. Donc, on a donc le monde sublunaire, corruptible. On a la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Et puis, on va avoir donc cette sphère des étoiles fixes euh, qui accueille en fait les signes du zodiaque également. Et le primum mobile, qui est donc le mouvement induit par la rotation de la Terre, même s'il ne le présentait pas comme ça, et qui est censé être le mouvement qu'induit le divin dans toute chose. Euh, Ça va être perfectionné comme modèle, et ça va être repris par beaucoup de gens jusqu'à la Renaissance, et même jusqu'à l'époque classique, jusqu'à Copernic, hein, Kepler et Galilée. Et ça va être enrichi par tous les savants qui vont traverser le monde. Mais là, je vous attire l'œil sur le fait que vous voyez deux zodiaques. C'est pas un anachronisme, même si cette gravure est du XVIe siècle. Il faut revenir au deuxième siècle avant Jésus-Christ, quelqu'un qui a beaucoup influencé Ptolémée, qui s'appelle Hipparque de Nicée, qui a travaillé à un premier catalogue des étoiles fixes et qui avait déjà constaté ce qu'on appelle la précession des équinoxes, qui est au centre de ce décalage entre le zodiaque des constellations, qui n'est pas exactement défini dans le ciel, hein, puisque les constellations s'étendent de façon inégale, et le zodiaque tropique, qui est celui que recommande Ptolémée dans son Tétrabiblos, et celui dont il fait aussi état après dans l'Almageste, mais l'Almageste est plus un recueil astronomique. Euh, où il parle d'alignement par rapport au point vernal, c'est-à-dire le 0 degré du bélier, et celui-ci se déplace, et donc c'est ça la précession des équinoxes, et c'est le décalage qu'on va trouver entre le moment des premières observations astrologiques et astronomiques et la continuité grecque, puis gréco-romaine, puis gréco-égyptienne, etc. Ici, elles sont toutes représentées. Le primum mobile est donc attribué, on va dire, au zodiaque sidéral, ce qui est important pour moi, pour répondre, notamment suite à un article que j'ai publié sur mon site web, sur le fait que depuis les commencements de la pratique astrologique, on pourrait appeler de type occidental, on a gardé cette distinction entre les deux zodiaques. Il ne s'agit pas de faire un choix entre le sidéral et le tropical, simplement on va considérer que pour des raisons de perception des influences, le zodiaque tropique est celui qui est le plus pertinent pour la coloration des planètes. Et on va laisser au zodiaque sidéral la notion des étoiles fixes qui, si elles rentrent en conjonction étroite avec des points clés du thème, notamment l'ascendant, l'horoscopos, vont donner une destinée toute particulière. Alors parfois en bien ou en mal, hein. C'est pas le sujet, les étoiles fixes, mais voilà, ça fait partie de cette logique-là. Donc, c'est pas un oubli, ni même une fausse croyance qui aurait été un manque de savoir ou de connaissance de l'Antiquité et qui est l'argument que j'entends revenir, et je suis pas le seul à l'entendre, revenir systématiquement dans toutes les réfutations de l'astrologie, c'est de dire depuis le début, vous n'êtes pas né dans le bon signe, etc., etc. Si, on est né dans le bon signe à partir du moment où on s'intéresse aux influences tropiques, c'est-à-dire des saisons. Ça n'empêche qu'il y a aussi une logique derrière
constellations. C'est déjà du détail, mais il faut comprendre comment cela s'imbrique. Et vous voyez que autour, l'empyrée, hein, qui encercle le primum mobile, tout ça fait partie du divin. Et c'est la frontière qu'on ne peut pas franchir. C'est l'inconnaissable. C'est cette chose qui va animer chaque être qui souhaite se mettre en route vers le divin. Euh, eh bien, cette chose, c'est de revenir à ce contact primordial tout en sachant qu'on ne peut pas atteindre toutes les connaissances qu'il enferme, puisque ce serait une prétention sans nom. Euh, c'est là que les savoirs se croisent, ce qu'on appelle le Tzimtzum dans la Kabbale, c'est-à-dire ce moment où la divinité se rétracte pour permettre euh, la manifestation et la logique de tous les séphirotes, hein, et de l'arbre des séphirotes. On pourrait rattacher Keter au primum mobile. Et du coup, on rattache également la Terre à Malkout, hein, et au monde de la manifestation ici-bas. Et d'ailleurs, la Lune, et c'est Yesod dans l'arbre des séphirotes, c'est-à-dire c'est lui qui est directement au-dessus, c'est le premier contact avec l'astral. Chaque planète qui est représentée dans ce système a pour but de véhiculer une certaine intelligence qu'on pourrait appeler et qu'on appellera aussi dans d'autres cultures des intelligences angéliques, ou en tout cas c'est une intelligence planétaire, c'est la nature de la planète, et vous savez que les correspondances sont au centre de la logique astrologique, donc on va faire correspondre également aux planètes des métaux, mais pas uniquement, des végétaux, des senteurs, euh, tout un tas de choses, tout ce qui est manifesté et qui est composé des quatre éléments se rattache par analogie aux sphères planétaires. C'est pour ça qu'il y a des similarités d'action et la médecine va s'influencer de cette conception de la cosmologie en travaillant soit par opposition de nature, c'est-à-dire que si on a un mal de type saturnien, eh ben on va le combattre soit par une planète qui va être opposée, soit on va le combattre avec l'identique. Ça, c'est la notion d'homéopathie, hein. On combat par la même chose, c'est-à-dire le mal par le mal. Mais dans les sciences sacrées, on va dire la chose suivante. L'astrologue cherche à comprendre le fonctionnement du ciel. Il est astronome aussi. Il est observateur, contemplateur des mouvements des planètes. Planète qui veut dire astre errant par opposition aux astres fixes. Et il essaye de déduire des analogies, des relations angulaires des planètes entre elles, selon un certain nombre de règles que vous connaissez si vous êtes féru d'astrologie, et c'est ce qui va donner tout le corpus astrologique jusqu'à nos jours. Mais l'astrologue n'est pas le seul à se baser sur ce système. En alchimie, on va essayer de retrouver l'élévation vers le divin, parce que c'est ça le but, et c'est pour ça que je parle de notion du sacré, c'est ce qui doit être au centre de nos réflexions et de nos interprétations. Alors l'alchimiste va travailler de façon, quand il est opératif, hein, il va purifier des matériaux qui correspondent en fait à chaque sphère planétaire. Donc, par exemple, vous allez prendre Saturne, c'est le plomb, pour arriver jusqu'au Soleil qui est l'or. Euh, Pourquoi l'or est le métal par excellence? euh, D'abord parce que l'alchimie croise aussi à une résurgence, on va dire, après la révolution héliocentrique, et puis également pour cette notion de pureté et de lumière qu'il contient. Et puis après, vous savez que le but, c'est d'atteindre la pierre philosophale, et la pierre philosophale, elle laisse passer entièrement la lumière. Donc, c'est un système de purification de toutes les strates pour accueillir la descente du divin en soi. Dans la continuation des sciences sacrées, la théurgie, la pratique, elle, consiste à entrer en contact avec les intelligences planétaires, angéliques,
on va s'entendre sur les noms en résumant ainsi, et qui régissent chaque sphère, d'où les rituels qui sont associés à des planètes, les talismans que vous pouvez connaître, etc. Tout ça vient notamment de Proclus, des néoplatoniciens, et de l'hermétisme, du Corpus Hermeticum, de l'Asclepius. Tout ça, c'est des ouvrages qui sont postérieurs au 1er siècle après Jésus-Christ. Et le but, c'est de franchir successivement les portes de chaque ciel, hein, pour remonter jusqu'au divin, la sphère du primum mobile. Donc on a deux logiques qui viennent compléter l'observation du ciel, qui est essentielle, c'est le moment de le dire, pour pouvoir travailler à son élévation et aussi à sa purification intérieure. L'alchimie, on va se purifier pour accueillir, faire descendre en soi, invoquer, presque, on pourrait dire. Et de l'autre côté, on va travailler à remonter vers le divin, à soulever les voiles pour arriver jusqu'au voile qu'on ne peut pas soulever, celui qui nous sépare en fait du monde du divin. On retrouvera cette logique aussi dans la Kabbale. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est les mêmes principes et on doit tendre à remonter vers Keter, même si ce n'est pas réalisable en tant que soi, l'idée de retrouver le soleil, Tiferet, et de travailler à ce que ce soleil soit au centre, comme il l'est dans l'arbre de vie, pour s'élever spirituellement et retourner vers le divin. Donc quand on parle de planètes en astrologie et de signes, eh bien, on parle, lorsqu'on considère juste l'état céleste des planètes, c'est-à-dire on ne va pas s'intéresser dans cette vidéo à comment elles sont reçues dans un thème en maison. Simplement comprendre l'inclusivité des choses. Le signe zodiacal est une portion du ciel, une portion en fait de l'écliptique. Ça, c'est une notion plus tardive, hein. Et les sphères planétaires s'imbriquent sous cette sphère du zodiaque. Ce qui veut dire que il y a une imprégnation par ce qu'on appelle la lumière divine. Et j'insiste sur ça parce qu'il y a une confusion parfois entre la lumière du soleil et la lumière divine. La lumière divine, euh, c'est la lumière qu'on va retrouver dans les textes alchimiques, même si parfois on parle de l'or et que l'or et le soleil, le rapprochement est vite fait. Mais la notion de lumière, c'est le message divin, l'éclairage divin, la puissance céleste. Et du coup, elle irradie au travers des signes qui vont colorer les influences planétaires, sachant que chaque planète a un territoire de prédilection dans lequel elle est souveraine. C'est pour ça qu'on a défini ce qu'on appelle les dignités. Donc, on ne va pas les réénumérer, mais dans la logique du septénaire, c'est 7 planètes qui vont donc de la Lune jusqu'à Saturne, en incluant le Soleil, hein. Elles ont une logique où elles répondent toutes à 2 domiciles, sauf les luminaires, un domicile nocturne et un domicile diurne, puisque la notion de lumière, je ne reviens pas là-dessus, il y a beaucoup d'épisodes sur la chaîne qui en traitent, la notion de lumière et de réception de celle-ci va être importante pour comprendre un thème natal. Mais entendez bien que toutes ces sphères sont intriquées, imbriquées les unes dans les autres. Donc, si vous voulez parler d'un être humain, pourquoi on dit qu'on doit besoin du thème dans son entièreté? C'est pas juste une formule pour dire: «Oh là là, c'est compliqué de parler d'un thème natal tout seul, avec 2 éléments». C'est parce que, heu, l'être est la résultante et d'ailleurs toute chose créée et manifestée dans le monde sublunaire est la résultante de l'imbrication de toutes ces sphères et que ce ne serait qu'une vision parcellaire de la nature des choses si on ne traitait que de la Lune ou que du Soleil ou que de Vénus. Vous commencez à saisir la logique. 7, il y a 7 corps célestes dans le septénaire, 7 est un chiffre très important. Il y a 9 ciels initiaux
c'est-à-dire 9 sphères célestes. Celle-ci en présente 10, mais il y a une même logique. 9 est le dernier des chiffres. Euh, le zéro étant le néant et n'est découvert que tardivement par l'apport arabe. Et le 10e ciel, pourquoi est-ce qu'il est important dans les représentations, notamment la plus tardive du 15e, du 16e et du 17e siècle? Parce que 10, c'est 9 plus 1, c'est-à-dire la totalité des choses créées plus l'unité. Et vous savez que en réduction théosophique, comme on dit, si on prend 0 et 1, on revient à 1. Et 9 est un chiffre aussi particulier en numérologie. Le 9 s'annule, annule tout. Vous prenez une date comme 1999, il n'y a pas besoin de faire d'addition théosophique, vous supprimez tous les 9, ça fait 1, la réduction. Euh, donc vous voyez que rien n'est laissé au hasard. Pourquoi je vous amène jusque-là? Eh bien, parce qu'il est difficile du coup de parler d'astrologie euh, en omettant ce système initial des 7 sphères planétaires avec les sphères du zodiaque qui vont l'encadrer. Donc je reviens sur cette notion, hein. On connaissait la précession des équinoxes depuis Hipparque de Nicée, donc on savait qu'il y avait 2 zodiaques à prendre en compte. Simplement, les traditions se sont séparées et il y a une partie qui est partie vers l'Inde, notamment le Jyotish, qui a gardé que la pratique du zodiaque sidéral, et certaines notions, notamment chez les Perses aussi, ont gardé la pratique du zodiaque sidéral parce qu'ils observaient plutôt les mouvements de la Lune au travers euh, de la voûte céleste plutôt que celui du Soleil pour des raisons diverses et variées, mais notamment de non-concurrence avec Dieu, c'est-à-dire de ne pas adorer le soleil comme étant, de ne pas faire d'idolâtrie en fait vis-à-vis du soleil. C'est pour ça aussi que dans l'islam, on va retrouver beaucoup plus la notion de calendrier solilunaire ou lunisolaire, ça dépend comment on va les appeler. Euh, toutes ces sphères, vous voyez, elles sont difficilement déplaçables, elles sont difficilement euh, interchangeables. La connaissance est déjà parfaite. Il n'y a pas d'erreur. Les observations n'ont pas montré une autre planète. Il y a eu des suppositions tardives, notamment avec le retour en force de l'occultisme au XIXe siècle, avec des planètes comme Vulcain, qui auraient été à l'intérieur de l'orbite de Mercure, entre Mercure et le Soleil, mais qui auraient disparu, des visions d'une Lune qui n'en serait pas une, qui serait à l'opposé de la Lune existante, etc. Mais dans le système antique, tout est là, tout est en place et tout fonctionne et tout a une cohérence. C'est pas l'objet de cet épisode, mais si vous avez étudié un peu le Thema Mundi, vous voyez que la logique est imparable. Et toute la logique des aspects, la logique des domiciles, des exaltations, donc des dignités, tout découle de cette vision de l'univers. Alors, je vous montre d'autres gravures, par exemple celle-ci qui présente les hiérarchies angéliques, en fait. C'est une subdivision de la dernière sphère qui est celle du primum mobile. En fait, c'est une vision plus tardive, hein, qui est inspirée évidemment la, de la religion chrétienne, et on va donner les hiérarchies donc des différents anges en gardant la même logique, vous voyez, de sphère ou de cercle concentrique, Dieu émanant sa lumière tout autour et les intercesseurs que sont les anges, puis les intelligences planétaires font descendre cette information jusqu'à la manifestation sur la Terre. Euh, je vous montre aussi cette gravure qui nous parle de Dante. Vous connaissez peut-être donc cette œuvre poétique de Dante, donc où il parle de l'enfer et du paradis notamment, où il veut faire une symétrie. Alors il va découper en 9, pareil, en 9 mondes concentriques, l'enfer et la remontée vers Dieu, le paradis, avec différentes, on va dire, différentes petites précision, voilà, il va considérer qu'il y a un hémisphère qui est consacré à la Terre, un autre qui est consacré à l'eau, dans sa carte, dans sa représentation, dans son poème, en fait, son œuvre poétique. Mais
vous voyez que cette vision-là, elle a imprimé toutes les réflexions, y compris la réflexion poétique. Je vous montre une autre vision de l'enfer de Dante. Voilà, ça c'est une gravure en anglais qui nous montre ce système géocentrique qui est censé accompagner en fait euh, la notion de paradis terrestre et céleste. Dans les gravures qui représentent l'œuvre de Dante, on parle de la Jérusalem. Alors il y a la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Et on a plusieurs niveaux en fait pour remonter au paradis total, c'est-à-dire celui qui va nous emmener au-delà du primum mobile. Et c'est ce qu'explore Dante. Mais il est bien sûr pétri de la représentation aristotélicienne et ptolémaïque de l'univers euh, et du cosmos, on va dire. Toute cette réflexion, elle a pour but aussi de vous ramener. Alors, je vais revenir sur quelques schémas, certains que je ne vous ai pas présentés de Tycho Brahe. On va revenir à la sphère telle qu'elle est présentée, notamment dans des restitutions du travail de Ptolémée. Euh, et j'aimerais compléter en fait cette vidéo avec quelques réflexions qui m'amènent à ma propre pratique de l'astrologie et à ce que je défends sur la chaîne souvent et pourquoi je le défends. Je vais vous parler des astéroïdes et je vais vous parler donc des découvertes récentes. Donc les années 70, c'est les astéroïdes, Chiron, Cérès, Pallas, Vesta, Junon. Je ne parle pas des autres, il y en a tellement. Et puis aussi la notion de transsaturnienne, ça c'est le 18e siècle et puis le 20e siècle pour Pluton. Alors, rajouter trois planètes au-delà de Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, ça nous fait passer à une logique à la rigueur qu'on peut inclure qui aurait du sens dans la mesure où on arriverait à un système à 12 sphères, ce qui pourrait s'entendre. Sur le plan symbolique, on retrouverait la symbolique, euh, notamment la symbolique du chiffre 12 et de tout ce qui en découle. Toutefois, dans le système des dignités et notamment les domiciles et les exaltations qui permettent cette connexion entre les sphères et notamment les sphères des fixes et la sphère du zodiaque, etc. euh, il est difficile d'y inclure Uranus, Neptune, Pluton sans bouleverser la logique d'équilibre que je vous ai précédemment citée, à savoir que Mercure a deux domiciles, Vénus a deux domiciles, le Soleil a deux domiciles, Mars a deux domiciles, Jupiter et Saturne. Et seuls les luminaires en ont qu'un seul, même s'ils ont des domiciles par exaltation, hein, la Lune en taureau et le Soleil en bélier. Ce qui a aussi un sens particulier puisque ce sont les premiers et deuxièmes signes dans l'ordre du zodiaque. Et la Lune et le Soleil sont les deux signes dans l'ordre du thème du monde, du thema mundi, de la naissance symbolique du cosmos. Euh, Cancer et Lion. Cancer se levant en premier. D'autre part, vous voyez que le Soleil occupe une place centrale. Il y a trois corps célestes entre le Soleil, la sphère du Soleil et celle de la Terre, et il y a trois corps célestes entre le primum mobile et le Soleil. Donc Saturne, Jupiter et Mars pour ce qui est extérieur au Soleil, et Mercure, Vénus, Mercure et la Lune pour ce qui est à l'intérieur donc de la sphère du Soleil. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il ne faut pas tenir compte des avancées, notamment en astrologie karmique, ou de la façon dont a été pensé au XXe siècle avec Rudyard, etc., certaines considérations et rapprochements avec la vision jungienne et du soi? La réponse est évidemment non, ça a une pertinence. Mais les planètes transsaturniennes, et c'est là peut-être le génie de Rudyard, on les inclut comme étant des archétypes, c'est-à-dire qu'ils répondent directement au primum mobile. Ce sont des manifestations en lien direct avec l'essence divine. Donc, on ne va pas les contacter tout de suite. Ce n'est pas celles qui vont directement s'exprimer.
C'est pour ça que quand j'interprète un thème, et je vous le dis souvent, commencez d'abord par les maîtres traditionnels, non pas pour simplifier votre lecture, mais pour considérer qu'un humain va pas si facilement que ça incarner des archétypes type Uranus, Neptune et Pluton, qui sont toujours en devenir. C'est-à-dire qu'il y a régulièrement de nouveaux écrits, de nouveaux apports d'astrologues pour définir la portée symbolique de ces trois astres-là. Alors que pour le septénaire, la symbolique, elle est établie et définie avec les correspondances des matériaux, des minéraux, de tout ce qui s'y rapporte. D'autre part, les astéroïdes. Alors, Chiron, le plus connu d'entre nous, Chiron, c'est un astéroïde hein, qui orbite. Euh, c'est un centaure, hein, comme on dit. Hein. Donc, il n'est pas dans la ceinture principale d'astéroïdes. Il orbite entre Saturne et Uranus. Il crée une frontière déjà entre le monde des intelligences planétaires et, on va dire, la dernière frontière des étoiles fixes avant le primum mobile. Bon, lui attribuer un domicile ou autre, ça n'aurait pas de sens non plus. Simplement, est-ce qu'il est suffisamment important comme planétoïde pour recevoir une, on va dire, une énergie qui soit visible et, on va dire, j'allais dire captable, mais le mot n'est pas français, puisqu'il faut comprendre que tout ça se base sur l'observation. Donc, ce qui n'est pas observable est considéré comme appartenant au divin. Donc, les astéroïdes, qui ont à l'œil nu, on ne va pas le voir. Hein. C'est quasi impossible. Euh, il a un rôle symbolique, mais encore une fois, on ne peut pas lui donner une maîtrise dans les signes. C'est pour ça que sa lecture va venir en dernier lieu, et puis il a une cyclicité très lente, 50 ans pour revenir sur lui-même. Donc voilà, c'est difficile aussi de l'inclure dans le système astrologique en tant que tel. C'est pour ça que ce sont toujours on est, quand on manipule les astéroïdes, avec on pourrait dire de l'expérimental, où on essaye en tout cas d'établir des raisonnements dont on verra la validité au travers des siècles. Mais je vous rappelle qu'Iron, comme les autres astéroïdes, c'est les années 70 du XXe siècle. Donc on n'a pas 100 ans de recul dessus pour savoir l'influence que ça peut avoir. Je ne méprise pas Chiron, je resitue juste les choses dans leur contexte. Quant aux quatre divinités féminines, Cérès, Pallas, Vesta, Junon, elles voient leur orbite dans la ceinture d'astéroïdes qui est située entre Mars et Jupiter. Donc, elles sont à la frontière de la dernière planète personnelle et de la première planète collective. Mais pareil, quand j'entends, et pardon pour ceux qui défendent ce principe, des maîtrises qui sont soit attribuées par rapprochement, exemple Déméter, c'est Cérès, donc Cérès, déesse des moissons, la moisson symbolique de la Vierge, donc c'est maître de la Vierge, le rapprochement est un peu trop rapide. Euh, et ainsi de suite. Voilà, on ne va pas tous les faire, mais bon, certains donnent des dignités aussi à Vesta, euh, par proximité avec tel ou tel signe. Bon, pour moi, ça ne rentre pas dans ce système qui tient et qui sous-tend toute la logique euh, métaphysique, philosophique, et même la logique euh, divine, sacrée, de la représentation du cosmos. Alors, pour conclure, est-ce qu'il faut rejeter les innovations modernes, etc. Bien sûr que non, et c'est pas mon discours. Simplement, ce que je veux vous dire là, c'est que c'était une façon pour des êtres qui n'avaient pas une vision, qui n'avaient pas d'image comme on peut en avoir aujourd'hui, fixée sur des supports, bien que certains faisaient des reproductions de la Lune en l'observant avec les premières lunettes astronomiques, etc. Mais on n'avait pas de manière de penser l'infini.
Pourtant, Anaximandre en parle dès le VIe siècle avant Jésus-Christ. La notion d'infini, elle était déjà là. Aujourd'hui, on peut observer le cosmos et puis on établit des théories astrophysiques dont je serais bien incapable de soutenir quelconque thèse ou démonstration pour vous, parce que je les lis en profane, je ne suis pas un scientifique dur dans la matière, même si je peux m'intéresser aux choses. Et on essaye de comprendre aujourd'hui le divin et notre rapport au divin au travers notamment des découvertes les plus récentes, celles du début du XXe siècle, c'est-à-dire la physique quantique, et dans ce que les scientifiques essayent de résoudre, c'est-à-dire rapprocher les lois de la physique quantique avec ceux de la relativité restreinte et la relativité générale d'Einstein pour essayer de trouver une équation, en tout cas une uniformisation du système qui fonctionne dans les deux cas. Ça nous permet de réfléchir à comment pourrait être cette vision du divin et son expression, la notion de plan, la notion de dimension, etc. Mais à une époque reculée, il fallait un système qui soit visible, représenté, parfait, d'où le cercle, et qui permette à la fois aux gens qui travaillaient sur la science, la géométrie, les mathématiques, euh, la physique, hein, avec Aristote, et aussi sur le plan philosophique, métaphysique, et sur le plan symbolique, et sur le plan religieux, théologique. Il fallait un système unificateur qui permette de contenir la totalité de la connaissance dans un modèle. C'est pas un modèle qui se veut extrêmement pointu sur le plan de la démonstration mathématique. J'aurais pu vous montrer les épicycles de Ptolémée ou comment Tycho Brahe s'est approché entre le géocentrisme et l'héliocentrisme, ou Copernic ou Kepler, mais l'idée, c'est simplement d'avoir un système unifié, total, qui reprend la symbolique des nombres, la symbolique des planètes, la symbolique des divinités, la symbolique de la hiérarchie céleste, et qui propose un univers qui est contenu dans la divinité et dans laquelle la divinité est elle-même intégrée. C'est ça la puissance de ce système, et je vous renvoie au premier schéma que j'ai proposé tout à l'heure. Donc, vous comprenez, au travers de cet exposé qu'on vient de faire ensemble, l'importance de se plonger dans ce système représentatif du cosmos et de garder le sacré à l'esprit. Je vous laisserai réécouter donc ce que j'énonce au travers de l'alchimie, de la théurgie, etc., et de la cabale. On pourrait pousser la démonstration, ça nous demanderait un épisode de je ne sais pas combien d'heures, mais si vous voulez maîtriser, posséder le sujet, entrer dans cette logique, non pas pour dire la Terre est au centre de l'univers, mais pour penser la création et la manifestation au centre ou en point de commencement de la réflexion qui va vous remonter vers le divin et le sacré. D'où ma phrase initiale, il n'y a pas d'astrologie sans sacré. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, plus qu'il vous aura donné envie de creuser le sujet de tous ces penseurs. Euh, il est en accès libre. Il va être continué dans la base, notamment au travers de la découpe du temps. Le prochain épisode de la base est consacré aux heures planétaires et d'autres vont suivre également sur les outils astrologiques. Donc, je sais que sur la chaîne, ça tarde un peu parfois à être diffusé. Je suis seul à travailler sur cette chaîne, donc ça me prend un peu de temps. J'en suis désolé parfois si c'est long. J'espère que vous comprenez. Et d'ici là, bonne réflexion, bon travail. Continuez d'observer en vrai les étoiles, parce que c'est magnifique. Hier, il y avait une superbe conjonction dans le ciel du croissant lunaire et de Vénus. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Haut des Cimes. Prenez soin de vous. Ciao.